74 000 passages en un mois brisent le silence de Galguli, longtemps réduite à une poussière anonyme sur les cartes. En quelques semaines, un poste frontalier alimenté par le solaire, des scanners biométriques et des écrans de données ont transformé cette marge oubliée en vitrine expérimentale de souveraineté. Que signifie vraiment cette rupture pour les habitants du Sahel? Quand Ibrahim Traoré promet de sauver le centre en sécurisant les bords et en rendant l'État visible là où il avait disparu. Et si, derrière ces chiffres et ces câbles, se jouait déjà le test décisif d'un pays qui tente de se relever? Le poste frontalier de Galguli, longtemps perçu comme un point perdu dans la poussière, porte désormais une promesse qui dépasse ses murs. La transformation rapide d'une marge oubliée en espace équipé de panneaux solaires, de scanners biométriques et d'un accès constant à l'eau traduit un engagement clair: rendre l'État tangible à l'endroit même où il avait disparu. Le bénéfice annoncé tient en 10 mots: sécurité visible, service continu, confiance retrouvée pour tous. Cette ambition crée pourtant un enjeu plus vaste. Dans une région où l'absence d'autorité a ouvert la voie liée aux passeurs, aux rumeurs et au trafic, un tel poste devient plus qu'une infrastructure. Il devient un test politique. S'il fonctionne durablement, il modifie l'équation du Sahel. Moins de zones grises, plus de prévisibilité, davantage de dignité pour les habitants. Mais si la dynamique se brise, Galguli risque de redevenir un symbole fragile, incapable de soutenir la confiance reconstruite. Le pari se joue donc sur la durée. Maintenir le service, stabiliser la routine, prouver que la frontière peut redevenir un espace d'ordre utile. Le premier mois d'activité a révélé un basculement inattendu. Plus de 75 000 mouvements frontaliers enregistrés, un volume jamais atteint dans cette zone autrefois regardée comme un vide administratif. En parallèle, les incidents signalés dans le sud-ouest ont chuté de 37%. Signe qu'une présence visible peut freiner ce que l'ombre favorisait. Ces deux chiffres, circulation en hausse, tension en baisse, dessinent déjà une causalité nouvelle. Pendant des décennies, Galguli n'était qu'un point effacé sur les cartes coloniales, traversé par des motos, des migrants silencieux et des trafiquants qui progressaient dans un espace sans état. Les registres papier se perdaient dans la poussière, les radios tombaient en panne, et les gardes saluaient des inconnus qu'ils ne pouvaient identifier. La peur tenait lieu d'ordre, et l'absence d'autorité nourrissait un cycle où défiance, précarité et rumeurs se renforçaient mutuellement. C'est ce cercle qu'Ibrahim Traoré a voulu rompre, en faisant de Galguli un prototype. Non pas une forteresse, mais un service public à ciel ouvert. La logique est simple. Plus de données, moins d'incertitudes. Plus de solaire, moins de dépendance. Plus de présence civile, moins d'espace pour les trafics invisibles. Soutenu par l'OIM et financé par des partenaires allemands et japonais, le projet a ancré une idée nouvelle. La technologie, ici, ne surveille pas, elle sert. Les scanners biométriques remplacent les cahiers froissés. L'énergie solaire fait couler l'eau potable. Chaque enregistrement devient une pièce du puzzle sécuritaire que le pays assemble. Pour les habitants, ce changement n'est pas seulement matériel. Pour la première fois depuis des générations, un bâtiment de l'État leur appartient réellement. Ils y voient une continuité qui contraste avec les décennies d'improvisation. Là où les cartes restaient muettes, la routine raconte désormais une histoire, celle d'une souveraineté qui se reconstruit à hauteur d'homme. Cette mini-révélation ouvre un enjeu plus vaste. Si cette dynamique tient, Galguli pourrait devenir l'origine d'un modèle régional. Si elle s'effrite, elle ravivera l'idée que le Sahel ne peut stabiliser ses marges. À Galguli, les premiers repères ne viennent pas des chiffres, mais des voix. Celle de Bernardette Cambiré, vendeuse de fruits, résume la bascule mieux qu'un rapport. Pendant des années, dit-elle, l'État n'existait qu'à la radio. Aujourd'hui, elle installe son étal à quelques mètres des panneaux solaires qui alimentent le poste, remplissant les bouteilles d'eau tirée du forage nouvellement installé. Cette proximité quotidienne raconte un changement que les habitants perçoivent avant même de le nommer. Un ancien officier,
désormais animateur sur la radio locale, incarne une autre tranche du récit. Pour lui, la transformation tient en une phrase. Quand on sert, on est enfin vu. Ce simple constat marque la différence entre une présence abstraite et une visibilité qui rassure. Autour de ces voix, la routine se réorganise. Les marchés rouvrent, les motos circulent plus tôt. Les enfants jouent près des câbles comme s'ils avaient toujours fait partie du paysage. Ce glissement, presque imperceptible, constitue la première preuve d'un État qui redevient prévisible. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette visibilité n'est pas un effet secondaire. Elle est la stratégie. Un poste frontalier devient un atelier social. Un mètre carré d'ordre civil équivaut à une victoire sans armes. Le pari initial se vérifie dans ces scènes minuscules. Une mère qui vend, un garde qui salue, un habitant qui vient remplir un bidon d'eau. Loin des cartes, ces gestes renvoient à une idée simple. La souveraineté commence par le quotidien. Et c'est là que se joue le véritable « so what ». Si chaque routine renaissante renforce la confiance, alors le projet dépasse son cadre technique pour devenir un mécanisme d'appartenance durable. Tout commence par une décision nette. Rendre les marges visibles avant que le centre ne vacille. Sous l'impulsion du gouvernement, les équipes techniques et sécuritaires convergent vers Galguli, déterminées à transformer un point poussiéreux en nœud opérationnel. Les panneaux solaires sont installés en premier. Les câbles suivent, scindent. Les scanners biométriques viennent fermer la chaîne. Chaque geste est rapide, méthodique, pensé pour produire un choc initial. Le déclencheur est là. Un avant-poste renaît. Le jour de l'inauguration marque la montée en puissance. Le cliquetis des machines biométriques rompt le silence habituel du Sahel. Soldats, ingénieurs et habitants se tiennent côte à côte, comme s'ils posaient ensemble la première brique d'un État réappris. Les écrans s'allument, les premiers enregistrements défilent, la frontière, longtemps abstraite, se matérialise. L'énergie solaire fait vibrer les générateurs, les câbles brillent sous la chaleur. Cette scène simple produit un effet d'onde immédiat. La présence devient palpable. La rumeur circule, la nouveauté intrigue, les motos ralentissent, les commerçants s'approchent, l'activité s'épaissit. Mais le pic arrive quelques semaines plus tard, lorsque les murmures changent de nature. Galguli attire l'attention d'acteurs moins visibles. Les trafiquants testent la résistance du poste. Des groupes armés observent à distance. Les critiques surgissent dans les médias. Le projet serait une façade, un outil étranger, un poste trop brillant pour être véritablement national. Les rumeurs s'entremêlent, les inquiétudes montent. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré convoque un conseil de sécurité d'urgence. Il comprend que l'enjeu dépasse l'infrastructure. C'est la crédibilité même du programme de reconquête civique qui est mise à l'épreuve. La riposte s'organise vite. Les patrouillards sont renforcés. La coordination avec le Ghana se resserre. Les communications publiques sont clarifiées. Un message répété. La souveraineté n'est pas négociable. Les observateurs régionaux notent un fait inédit. Pour la première fois, une opération militaire suit une réalisation civile, et non l'inverse. L'ordre visible précède la force. Cette inversion surprend. Elle modifie les comportements. Les réseaux criminels se replient temporairement. Les habitants prennent confiance. Le trafic licite augmente. L'usage du poste se normalise. Puis vient la phase de stabilisation, plus lente, moins spectaculaire, mais décisive. Les routines se fixent. Les collectes de données deviennent régulières. Les passages frontaliers conservent leur rythme. Les marchés se densifient. Les commerçants s'entraident. Les familles reviennent vers des zones qu'elles évitaient autrefois. Les uniformes, autrefois perçus comme une menace, deviennent des points de repère. La rumeur initiale s'estompe. La méfiance se fissure. La vie quotidienne absorbe le changement. Les répercussions régionales se manifestent rapidement. Accra salue une barrière efficace contre les trafics. Abidjan redoute un ralentissement commercial. Bamako et Niamey y voient un modèle africain de souveraineté assumée. Les partenaires étrangers observent, parfois avec prudence, mais sans contredire les résultats visibles.
La poussière, elle, retombe lentement. Et au milieu du calme retrouvé, le poste continue de fonctionner, jour après jour, comme un moteur discret mais constant. Ce cycle, déclenchement, tension, puis ancrage, montre que la frontière n'est plus un excès de technique. Elle devient une pratique, une habitude, une respiration politique. Le véritable tournant n'est pas le jour de l'inauguration, mais les semaines suivantes, lorsque la présence cesse d'être un événement pour devenir une routine. Les premiers indicateurs collectés à Galguli racontaient une mutation mesurable, presque mécanique, de la frontière. Le poste, inauguré en juillet 2023, a enregistré plus de 75 000 traversées en un mois, un volume inédit pour une zone longtemps considérée comme dormante. Cette donnée brise un cycle ancien. Une frontière animée décourage la clandestinité diffuse qui prospérait dans le vide administratif. La logique est claire. Plus le flux est documenté, moins l'ombre dispose d'espace. Ce renversement s'explique par la fiabilité nouvelle des outils biométriques. Et cette fiabilité transforme immédiatement la perception locale. Un second indicateur confirme ce mouvement. Les autorités ont observé une baisse de 37% des incidents frontaliers dans le sud-ouest sur la même période. Cette chute illustre l'impact direct de la présence visible sur des pratiques illégales habituellement discrètes. Elle montre aussi que la prévisibilité réduit la circulation des rumeurs qui alimentaient autrefois la peur. Une frontière stable crée un climat mental différent, plus propice à la coopération qu'à la méfiance. Cette dynamique, bien que fragile, constitue une avancée significative. Le troisième chiffre concerne les habitants. Plus de 200 emplois directs ou indirects ont été créés autour du poste depuis son ouverture. Cette donnée, en apparence modeste, produit un effet multiplicateur rare dans une économie locale longtemps informelle. L'accès aux revenus change la relation entre les habitants et l'État. Une économie visible solidifie la confiance. Et cette confiance s'inscrit dans les gestes quotidiens plutôt que dans les discours officiels. Derrière ces trois chiffres, un même principe se dessine. La souveraineté peut être comptée, mesurée, vérifiée. La perspective d'Ibrahim Traoré repose justement sur ce point. Il répète que la sécurité n'est pas une importation, mais une construction sociale progressive. Ici, chaque donnée capturée par les scanners biométriques devient un fragment d'ordre. Chaque mouvement enregistré nourrit la capacité de planification des autorités. Chaque routine consolidée renforce l'idée d'un État qui revient par la preuve et non par la déclaration. La collecte de données, longtemps perçue comme une prérogative lointaine, devient un outil local. Les agents burkinabés, formés sur place, manipulent les systèmes sans dépendre d'experts extérieurs. Les informations sont stockées à Ouagadougou, non dans un serveur étranger. Ce contrôle maintenu à l'intérieur du pays constitue une rupture essentielle face au modèle antérieur où la technologie venait avec une tutelle implicite. Dans ce cas-ci, les partenaires OIM, Allemagne, Japon, accompagnent sans diriger. Leur rôle se limite à un appui technique, tandis que le pilotage reste national. Cette hybridation, inédite dans la région, est ce que certains analystes appellent souveraineté assistée. Le terme peut sembler contradictoire, mais il décrit bien le cadre. Une coopération sans dépossession. Ce modèle, quoique imparfait, marque un tournant dans la manière dont un État sahélien peut moderniser ses marges sans renoncer à son autorité centrale. Ainsi, les chiffres ne sont pas de simples indicateurs. Ils constituent un récit parallèle, fait de preuves plutôt que de slogans. Et ce récit indique qu'un poste frontalier, correctement ancré, peut remodeler l'équilibre d'un espace entier, non pas par la force, mais par la prévisibilité, la routine et la confiance restaurée. Deux lectures opposées s'affrontent quant à propos de Galguli. La première, largement portée par ceux qui observent depuis la région, affirme que le poste représente une avancée historique.
un État sahélien prouve qu'il peut moderniser ses frontières sans renoncer à sa souveraineté. Les défenseurs de cette thèse mettent en avant 3 éléments. D'abord, la gestion locale. Ce sont des agents burkinabés, formés sur place, qui opèrent les systèmes biométriques. Ensuite, le stockage interne des données à Ouagadougou, qui évite toute dépendance structurelle envers un centre étranger. Enfin, la logique politique assumée par Ibrahim Traoré, qui place la reconquête civique avant la logique militaire. Pour eux, Galguli est la démonstration d'un modèle africain capable de se tenir seul. L'autre camp voit dans cette réussite un vernis. Les critiques rappellent que le financement provient de partenaires extérieurs, Allemagne, Japon et OIM, et que sans ces apports, aucun panneau solaire ni scanner n'aurait été installé. Selon eux, la souveraineté aurait simplement changé de forme, moins visible, plus technologique, mais toujours adossée à des fonds externes. Le danger, affirme-t-il, réside dans une dépendance masquée, où l'État s'habituerait à une infrastructure qu'il ne peut pas entretenir seul à long terme. L'apparente autonomie serait donc un prêt provisoire plutôt qu'une reconquête durable. La réponse aux critiques se trouve pourtant dans les données observées sur le terrain. Les systèmes biométriques respectent les normes éthiques internationales et l'OAM confirme que chaque agent a été formé à la protection des données. Surtout, aucune structure étrangère n'apparaît dans l'opérationnel quotidien. La seule bannière visible au-dessus du poste est celle du Burkina Faso. Les résultats mesurables baissent de 37% des incidents, plus de 64 000 passages enregistrés, plus de 200 emplois créés, indiquent que l'infrastructure ne fonctionne pas comme un appendice importé, mais comme un outil adopté et intégré localement. Ainsi, le débat ne se réduit pas au financement. Il porte sur la maîtrise. Et à Galguli, la maîtrise, selon les preuves disponibles, s'exerce d'abord depuis le pays lui-même. La lumière ne s'est jamais éteinte. Cette constance, presque silencieuse, marque le véritable midpoint du récit. Galguli n'est plus un événement, mais une habitude. Chaque nuit, les panneaux solaires se continuent d'alimenter les générateurs. Et cette régularité change la psychologie locale plus sûrement que n'importe quel discours officiel. Les trafiquants, qui pariaient mettre sur une défaillance rapide, ont vu la persistance remplacer la fragilité attendue. Les groupes armés ont testé les limites du poste, puis se sont heurtés à un calme qui ne cédait pas. Dans les villages alentours, les marchés ont rouvert à un rythme qui semblait impossible quelques mois auparavant. Les familles reviennent vers des espaces qu'elles évitaient. Les uniformes civils deviennent des repères familiers. Cette stabilité qui se répète jour après jour construit une forme de résistance discrète. Un État qui reste. Ibrahim Traoré avait anticipé ce moment. Il savait que le symbole attirerait la riposte, mais que seule la routine prouverait la solidité du modèle. L'épreuve est venue. La fissure ne s'est pas déclarée. C'est ici que le récit bascule. La frontière cesse d'être une infrastructure et devient une preuve. Les effets concrets de Galguli se lisent désormais à travers 4 cercles d'impact distincts. Chacun révèle comment un poste frontalier conçu comme un prototype modifie progressivement l'équilibre d'un territoire. Et chacun montre aussi comment la logique défendue par Ibrahim Traoré, sécuriser les marges pour stabiliser le centre, trouve sa traduction dans le quotidien. Du côté des habitants, pour les habitants de Galguli et des villages voisins, le changement est direct. L'accès constant à l'eau potable, rendu possible grâce à l'énergie solaire, transforme la routine domestique. Les familles n'ont plus besoin de parcourir plusieurs kilomètres pour remplir leurs bidons. Les marchés, autrefois irréguliers, rouvrent de manière stable. Les vendeuses installent leurs étals près du poste, profitant d'un flux humain prévisible. Les habitants se sentent plus en sécurité, non parce que le danger a disparu, mais parce que l'État est visible chaque jour. Cette perception, longtemps absente, modifie le rapport à la peur et restaure une forme d'appartenance. Pour les petites entreprises, l'apparition de plus de 200 emplois directs ou indirects restructure une économie fragile. Transporteurs, réparateurs de câbles, restauratrices, vendeurs de cartes. SIM. Une microéconomie née du poste se développe le long de la route principale. L'activité devient régulière, là où régnait l'incertitude.
Les flux commerciaux gagnent en cohérence. Les petits commerçants bénéficient désormais d'un trafic routinier plutôt que d'une circulation aléatoire. Pour la première fois depuis longtemps, le revenu provient d'une économie illégale visible, renforçant la confiance envers les institutions et stabilisant les ménages. Du point de vue de l'administration et de la sécurité, l'impact institutionnel est assez profond. La collecte automatisée des données permet aux autorités de suivre les flux en temps réel. Les registres papier, autrefois perdus dans la poussière, cèdent la place à des tableaux actualisés chaque semaine à Ouagadougou. Les incidents frontaliers ayant diminué de 37%, la planification sécuritaire devient plus fine. Les patrouilles mixtes Burkina-Ghana s'appuient désormais sur des informations fiables. L'État n'avance plus à l'aveugle. Il voit, il mesure, il ajuste. Cette capacité nouvelle représente l'un des acquis les plus importants du projet. À l'échelle régionale, au-delà du Burkina Faso, Galgouli crée un effet d'écho. Le Ghana salue une barrière efficace contre les trafics qui transitaient ici par les zones grises. La Côte d'Ivoire craint un ralentissement commercial, mais reconnaît l'amélioration de la maîtrise frontalière. Le Mali et le Niger, alliés politiques, y voient un modèle africain de souveraineté numérique. L'Union africaine cite même Galgouli comme référence dans ses programmes de gouvernance des frontières. Les partenaires occidentaux, eux, observent une autonomie croissante, un mouvement qu'ils n'avaient pas anticipé. Dans cette mosaïque des faits, un point domine. La stabilité, fragile mais persistante, produit davantage qu'un discours. La lumière qui s'allume chaque soir devient une preuve renouvelée. Et si cette routine se maintient, elle pourrait inscrire durablement la vision d'Ibrahim Traoré dans la pratique quotidienne d'un pays qui redéfinit ses marges. Les 12 prochains mois décideront de la trajectoire réelle de Galgouli. Le poste frontalier n'est plus un simple chantier. C'est un prototype dont la réussite ou l'échec façonnera l'ensemble de la stratégie nationale. À ce stade, 3 scénarios émergent, chacun plausible, chacun porteur de conséquences différentes pour la région et pour l'ambition portée par Ibrahim Traoré. Dans le scénario de continuité maîtrisée, dans cette projection, Galgouli maintient son fonctionnement actuel. Les patrouilles mixtes Burkina-Ghana stabilisent durablement la zone. Les données continuent de s'accumuler et de nourrir les tableaux mis à jour à Ouagadougou. Les incidents frontaliers restent faibles, même si quelques tensions ponctuelles apparaissent. Les habitants conservent leur confiance, car la lumière ne s'éteint jamais et le service demeure régulier. Les plans de duplication avancent vers Dola, Yendéré et Madouba. Selon la même formule, infrastructure solaire, gestion locale, emploi communautaire. Ce scénario n'est pas spectaculaire, mais il consolide un progrès mesuré. Dans le scénario optimiste, dans la version la plus favorable, Galgouli devient une référence ouverte. Inspiré par les résultats visibles, plusieurs États sahéliens, Mali, Niger, Guinée, adaptent la méthode. Combiner technologie, souveraineté opérationnelle et routine civile. L'Union africaine cite le poste burkinabé comme exemple de souveraineté démontrée. Les partenaires européens ajustent leur approche. Moins d'ingérence, davantage de soutien technique. Le Burkina Faso, dans ce cas, cesse d'être demandeur et devient exportateur de modèles. Un corridor sécurisé naît entre le sud-ouest du Burkina et le Ghana. Les effets économiques s'élargissent. La promesse initiale s'étend au-delà des frontières. Dans le scénario le plus sombre, la possibilité la plus sombre repose sur une attaque ciblée. Une offensive armée ou un sabotage technologique pourrait frapper la station, non pour des gains militaires, mais pour détruire le symbole. Une telle fracture ferait ressurgir la peur, provoquerait la suspension de certains financements et gèlerait les projets de réplication. La confiance locale, reconstruite lentement, vacillerait rapidement. L'idée d'autonomie africaine reculerait d'une décennie. Le risque n'est pas théorique. Dans le Sahel, chaque succès attire sa contre-épreuve. Pour anticiper ces issues, une seule posture paraît durable. Penser en termes de continuité plutôt que d'événements.
La stabilité ne se mesure pas en annonces, mais en jours sans interruption. Ce que raconte Galguli ne concerne pas seulement une frontière éloignée. Le poste éclaire 3 types de publics, 3 manières différentes de se projeter dans ce qui semble, au premier regard, un récit local, et chacun y trouve un miroir possible. Pour celles et ceux qui doutent du changement, pour celles et ceux qui pensent que rien ne bouge jamais dans les zones marginalisées, Galguli propose une autre chronologie. L'eau qui coule tous les jours, les étals qui se réinstallent, les uniformes civils qui deviennent familiers. Autant de gestes minuscules qui composent une stabilité observable. Ici, le progrès ne vient pas sous forme de slogans, mais de routines répétées. Le poste montre qu'un territoire peut changer sans bruit, à condition que la présence tienne. Pour celles et ceux qui observent l'Afrique à distance, pour l'observateur étranger, habitué à une lecture géopolitique souvent abstraite, Galguli déplace le cadre. La souveraineté n'y apparaît pas comme un grand discours, mais comme une série de choix concrets. Stocker les données localement, former des agents burkinabés, faire fonctionner une infrastructure sans tutelle visible. Ce qui semblait relever d'un idéal devient une pratique quotidienne. Le Sahel cesse alors d'être un décor pour analyser les extérieurs. Il redevient un espace où des décisions internes produisent des résultats tangibles. Pour celles et ceux qui cherchent un sens civique, pour ceux qui, ailleurs, questionnent la lenteur des institutions, Galguli offre un contre-exemple. L'État y redevient crédible non par la force, mais par la constance. Voir des familles revenir vers un lieu autrefois délaissé, entendre un ancien officier dire « Quand on sert, on est enfin vu », c'est comprendre qu'une administration peut reconquérir la confiance par la preuve. Le civisme naît alors de la visibilité, et non de l'imposition. Dans ces 3 regards, un fil commun apparaît. Le changement le plus solide commence par des gestes répétitifs. Et c'est cette idée, simple, modeste, mais durable, que Galguli met aujourd'hui à l'épreuve. Si Galguli doit devenir un précédent durable plutôt qu'une exception isolée, une feuille de route précise s'impose. Les tendances observées sur le terrain montrent qu'un modèle existe déjà, mais qu'il doit être consolidé, répliqué, encadré, ancré et relié pour tenir face aux pressions du Sahel. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire peut se structurer autour de 5 étapes cohérentes, chacune mesurable et portée par des acteurs identifiés. D'abord, il s'agit de consolider le fonctionnement sans interruption. Les équipes locales doivent maintenir les panneaux solaires, les scanners biométriques et les générateurs en service continu. Le succès ne se jugera pas au nombre de discours, mais au nombre de jours consécutifs où la station reste opérationnelle. La stabilité technique fonde la confiance civile. Ensuite vient la nécessité de répliquer le modèle ailleurs. Le gouvernement prévoit d'ouvrir une 12aine de stations semblables d'ici fin 2025. Chaque site devra combiner infrastructure solaire, sécurité locale, recrutement communautaire et collecte de données. La réplication crée un réseau, non un point isolé. Il faut aussi encadrer la gestion des données et des routines. Pour éviter toute dérive, des directives nationales sur la protection des données doivent être appliquées. L'OIM peut auditer chaque trimestre. La règle doit rester simple. Transparence publique, tolérance zéro pour les abus. Puis, il convient d'ancrer la sécurité dans l'habitude. Le changement devient réel lorsque les habitants cessent d'y penser. Une frontière stable se reconnaît à la prévisibilité quotidienne. Eau, lumière, circulation, présence civile. Lorsque la routine absorbe la nouveauté, la souveraineté s'installe. Enfin, il est essentiel de relier ces avancées aux pays voisins. Ghana, Côte d'Ivoire, Mali. Associer ces États à des patrouilles conjointes et des flux coordonnés transforme une initiative locale en dynamique régionale. Une souveraineté qui se partage, se renforce. Ainsi se dessine une trajectoire où la preuve quotidienne remplace les proclamations. Et si Galguli tient, elle offrira au pays une méthode, autant qu'un symbole. À Galguli, tout revient toujours à une image simple, celle de Bernardette Cambiré, debout devant son étal,
regardant les panneaux solaires qui ronronnent doucement. Cette scène, évoquée plus tôt, n'était pas un détail. Elle est devenue le motif discret d'un pays qui réapprend à tenir debout. Quand la lumière reste, quand l'eau coule, quand les uniformes civils saluent les passants, c'est toute une géographie intérieure qui se transforme. Les habitants n'attendent plus un état lointain. Ils le voient, ils l'entendent, ils le touchent. Ibrahim Traoré, dans son bureau de Ouagadougou, suit les chiffres comme on lit des fragments de vie. Chaque passage enregistré, chaque incident évité, chaque emploi créé. Mais derrière les données, il devine ce que les rapports ne disent jamais. La confiance qui revient par centaines de gestes silencieux. Ce qui semblait n'être qu'un poste devient ainsi un rappel que la souveraineté se construit par la constance, pas par l'éclat. Et c'est peut-être là que se trouve la phrase d'ancrage de Galguli. La stabilité naît quand un lieu cesse d'avoir peur. Galguli restera peut-être un point minuscule sur une carte, mais son écho dépasse déjà ses murs. Là où la poussière dominait, un service public fonctionne désormais avec une régularité qui surprend autant qu'elle rassure. Le poste montre qu'une frontière peut devenir une peau vivante du pays, un espace où la lumière quotidienne vaut plus que les discours. Pour celles et ceux qui suivent ce récit, la question n'est plus seulement de savoir si le modèle tiendra, mais ce qu'il dit de notre manière d'observer le changement. Car la stabilité, quand elle naît de routines patientes, interroge chacun d'entre nous. Qu'attend-on pour considérer que le progrès existe vraiment? Faut-il qu'il soit visible, spectaculaire, ou suffit-il qu'il continue, jour après jour, sans bruit? Si vous souhaitez que d'autres histoires comme celle-ci soient analysées, déconstruites ou reconstruites avec précision, vous pouvez soutenir le travail de la chaîne en interagissant, en partageant vos idées ou en proposant vos propres sujets. Et peut-être, en regardant Galguli, trouverez-vous une question ouverte. Quelle frontière géographique ou intérieure mérite aujourd'hui d'être reconstruite?